La protection de l'enfance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les maltraitances subies pendant l'enfance, et en particulier le fait d'avoir vécu dans un climat familial incestuel, peuvent aboutir à ce que les victimes en viennent plus tard à des pratiques sexuelles extrêmes. C'est le cas de l'hypersexualité. Pandora en a très bien parlé dans son interview, que je vous recommande chaudement. Le lien est en description. Dans un autre registre, aujourd'hui Estelle va vous parler de son enfance dramatique, et elle va vous expliquer en quoi ce qu'elle a vécu a provoqué chez elle des pulsions masochistes et sadiques. La vidéo d'aujourd'hui est donc particulière puisqu'elle concerne à la fois le thème de la protection de l'enfance et des sexualités. Elle est donc publiée en intégralité sur notre chaîne YouTube principale, et seule la partie correspondant à l'enfance d'Estelle est publiée sur notre chaîne dédiée à la protection de l'enfance. Cette introduction étant la même pour les deux versions, si vous êtes sur notre chaîne dédiée à la protection de l'enfance, le lien de la vidéo entière est en description. Je prends encore 30 secondes pour vous parler de comment j'ai rencontré ma fille, puis vous pourrez écouter Estelle. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ». Bonjour Estelle. Bonjour Steve. Aujourd'hui, on se retrouve au Bois de Boulogne, ça s'entend peut-être un peu, il y a un peu de bruit par moment, pour faire un sujet, parler d'un sujet un peu sensible, faire une vidéo en deux parties. Dans un premier temps, tu vas nous parler des maltraitances que tu as subies enfant, pendant ton enfance, maltraitances nombreuses et lourdes. Et puis dans un deuxième temps, tu vas nous expliquer en quoi tu penses que ça a provoqué chez toi des pulsions sadiques et masochisme. Et que ça t'a amené à pratiquer le BDSM, et notamment avec ces deux versants-là. Oui, alors j'ai 49 ans. J'ai donc été éduquée dans une famille, comme on dit, monoparentale à l'époque, en tout cas c'est comme ça qu'on disait, par ma mère, puisqu'elle s'est séparée de mon père et divorcée quand je suis née quasiment. J'ai un grand frère, du moins j'avais un grand frère, il est déjà défunt, qui a 6 ans de plus que moi. Je précise aussi, parce que ça fait partie de mon identité aujourd'hui, depuis 30 ans même, c'est que je suis bipolaire de type 1, série 3, donc soignée évidemment, et traitement très très fort, et c'est incurable, donc c'est à vie, voilà, ça fait donc une trentaine d'années à peu près. Et tu me disais que c'est handicapant. Alors effectivement, il y a un handicap psychique de 75% et invalidante à 2/3. Ça veut dire qu'au niveau de la société française et du côté médical, de la santé, c'est reconnu. C'est pas... Oui, c'est pas une invention. Hein. Voilà, c'est invisible. C'est ça qui est compliqué avec ce genre d'handicap, c'est que c'est invisible, surtout que j'arrive bien à le gérer. Mais ça demande un travail constant, permanent sur moi-même en fait. Ouais. Voilà. Alors, comme on le disait, est-ce que dans un premier temps, tu peux commencer par raconter ton enfance, ce qu'il y a de pertinent en tout cas dans ton enfance pour cette interview? En fait, mes parents sont partis au départ en Afrique ensemble. Mon frère est né dans un premier pays d'Afrique. Puis 6 ans plus tard, donc, je suis née dans un deuxième pays d'Afrique où ils avaient déménagé pour le travail de mon père. Et quand je suis née, mon père est parti dans un autre pays d'Afrique, puis à Paris depuis, si j'ai 49 ans, ça fait presque 49 ans du coup qu'il est à Paris avec sa seconde épouse. Lui, de son côté, a eu d'autres enfants, il a refait sa vie, j'ai jamais vécu avec lui. Ma mère a donc éduqué seule mon grand frère et moi, simplement dans ce genre de pays, ou du moins pour les expatriés de sa catégorie socio-professionnelle, elle aussi est déjà morte. Il y a l'alcool mondain qui s'est mis en place, puis l'alcoolisme sévère. L'alcoolisme sévère de ma mère, disons que je mets ça sur cette explication-là, cette cause, mais je ne sais même pas si c'est dû à son alcoolisme. Le fait qu'elle t'ait maltraité, tu veux dire ? Le fait qu'elle maltraitait mon frère et moi, ouais. D'accord. Elle nous maltraitait très très fort jusqu'à son décès quasiment. Elle est morte cette année à 77 ans.
Et je lui parlais plus depuis 3 ans pour me protéger, parce que c'était trop douloureux psychologiquement. Parce qu'évidemment, physiquement, je me suis plus laissé faire dès que j'ai eu 14 ans. Hein. Ouais. Mais psychologiquement, elle était très malveillante aussi, pas que physiquement, vous voyez. Enfin, tu vois, Steve, c'était très... Là, c'était très lourd à porter. Pernicieux, ouais, pernicieux. Et toujours, c'était injuste, en fait. Il n'y avait pas d'explication. C'est ça qui m'a fait très mal assez vite quand je m'en suis rendu compte. C'est que je ne comprenais pas les causes. Il n'y avait pas de cause Ben à non, il ces n'y en avait pas. maltraitances. Ouais. C'est ça le Mais truc. quand on est enfant, Oui, on ne comprend pas. voilà. On cherche Voilà, l'explication. je me disais, mais est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que je me suis mal comportée? Et du coup, on se sent tout le temps sur le qui-vive aussi. On a tout le temps peur. Encore aujourd'hui, j'ai quelques resquisses, réminiscences, je ne sais pas comment on dit. Réminiscence, ouais. Enfin, quelques traumas, séquelles, on va dire, avec l'autorité, par exemple. Dans mes métiers, j'ai exercé jusqu'à il y a une douzaine d'années à peu près. Maintenant, je suis inapte au travail, mais j'ai exercé dans le commerce, principalement. Et avec l'autorité, les chefs et tout ça, enfin, parfois, j'avais des difficultés avec l'autorité. Les médecins, moi, qui ai eu affaire par rapport à la psychiatrie et aux médecins, tout ce qui représente, enfin, qui pour moi, les uniformes, les forces de l'ordre, tout ça, même si j'ai rien fait de mal, je vais avoir tendance à culpabiliser, à me sentir fautif, c'est bizarre. Voilà. Oui, parce que dans ta façon de le dire, on pourrait avoir l'impression que tu vas refuser cette autorité-là. Alors, c'est pas ça, c'est une forme de culpabilité. Mais c'est bien ce que tu disais, c'est-à-dire que les enfants, et là je peux en parler, je les connais un petit peu, les enfants maltraités peuvent avoir l'impression que c'est de leur faute. Mais d'ailleurs, ça va avec le discours des parents maltraitants, dans le sens où qu'est-ce que tu as fait encore C'est exactement ça. Qui va justifier la gifle qui va sortir derrière. Et donc, très longtemps, les enfants maltraités peuvent avoir l'impression que c'est de leur faute. Et du coup, c'est pas des punitions, des corrections, c'est vraiment de l'injustice. Parce qu'une punition, une correction, on a fait quelque chose de mal, on corrige. On punit parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été écouté. Voilà. Mais là, c'est vraiment de l'injustice gratuite, quoi. Enfin, oui. C'est horrible en fait, parce qu'on ne voit pas d'où ça sort, pourquoi ça sort, et on ne sait jamais en plus sous quelle forme ça va sortir. Elle était vraiment horrible, vraiment horrible. Ouais. Et donc, si tu peux préciser un petit peu l'ambiance familiale, tu dis que donc tes parents ont divorcé, tu n'as jamais vécu avec ton père, et surtout, tu n'as jamais trouvé de figure paternelle de substitution. C'est ça, c'est ça. En fait, ma mère a collectionné les hommes, on peut dire comme ça. Il y a eu des périodes où je voulais lui faire des câlins le matin, on va dire début du collège ou fin du primaire. Et tous les matins, c'était quelqu'un de différent. Bon, tu vas un petit peu, après tu arrêtes d'y aller. Le matin, il y a quelqu'un de différent dans son lit. Tu comprends pas, et puis elle te rejette de toute façon. Ouais, elle te rejetait. Bah oui. Bah oui, j'avais pas ma place pour faire des câlins. Elle avait mieux à faire, j'imagine, avec son mec, quoi. Ouais. Enfin, je suppose, tu vois. Ouais. Mais du coup, je l'ai rejeté. Donc tu fais ça un petit peu, puis au bout d'un moment, tu dis, bon bah ok, j'ai pas ma place, t'arrêtes de te faire rejeter, quoi. Je veux dire, je suis pas non plus complètement... Enfin, comment dire, quand t'es enfant, tu cherches l'amour de ta mère, tu cherches pas à te faire rejeter. Dans la mesure où ça fait mal, au bout d'un moment, tu y retournes plus. Tu vas pour un câlin, et t'as pas ta place, quoi. T'as jamais ta place, en fait. Je veux dire, ça a commencé très jeune, cette histoire de rejet de câlin. Hein. Oui. Ouais. Et donc, oui, 3 maris, enfin, bon, après, voilà, c'est une femme à homme. Enfin, pas de figure paternelle, en tout cas, ça c'est sûr, pas de référence. Mon frère était quelqu'un de très sensible, moi aussi, mais moi je le gère différemment. J'ai l'air plus solide, plus costaud, plus qui peut encaisser. Mon frère était beaucoup plus sensible, donc il n'était pas la figure du mec non plus, grand frère qui protège sa sœur, pas du tout. Même s'il avait 6 ans de plus que moi, c'était pas du tout ça non plus. Il n'en était peut-être pas capable dans l'environnement familial que vous aviez. Exactement. Et alors tu me disais qu'en particulier, dans ta famille, tout le monde parle de sexe tout le temps. Alors oui, c'est très étrange. Alors petite parenthèse, j'ai pas trop envie de développer sur mon père, mais mon père est encore vivant, lui, il a 79 ans cette année, enfin là il va sur ses 80. Il me parle encore de sa sexualité avec sa femme. Hein. Oui, ouais. Toujours aujourd'hui. Voilà, alors pas des détails, mais enfin quand même, il va me donner la fréquence, l'actualité. Un jour, il m'a dit qu'il avait cassé le nez lors d'acrobatie, tu vois. Enfin, tu te dis, mais pourquoi tu parles de ça, papa, en fait? Ça me regarde pas, quoi. Ouais. Et ma mère, elle, toute petite, déjà quand j'étais moi toute petite, au primaire, ou même avant le primaire, elle me parlait de sexe d'une manière... Enfin,
Inadapté, au Inadapté minimum. total. Pour Au un minimum, enfant, on ouais. fait pas ça. Et puis voilà, enfin, du tout. J'ai surpris ma mère une fois quand j'étais au primaire en train de se masturber, on dirait que ça la gênait pas. Enfin, c'était très bizarre. C'est moi qui ai fait demi-tour, qui était complètement choquée de ce que je venais Moi, elle voir. n'a pas arrêté. Je comprenais pas. Bah, en fait, elle a les jambes écartées. Je sais qu'elle a pas fermé les jambes en tout cas, tu vois. Je sais pas ce qu'elle regarde à la télé, c'était un film de cul. J'en sais rien du tout. Tu sais, ça reste confus après un petit peu dans la tête. T'as pas trop envie de. Bah, j'ai des images et des souvenirs, que ça soit dans la tête ou dans le corps. Ça, c'est autre chose encore. Mais t'as pas envie de trop t'y attarder en fait. Ouais. Même à aujourd'hui adulte, que j'ai moi-même ma propre sexualité qui est d'ailleurs entre guillemets déviante puisqu'il y a du BDSM dedans. C'est pas qu'elle s'est pas arrêtée, mais en tout cas. Elle m'en a pas parlé, elle s'est pas mise elle n'était pas gênée. Non, ça l'a pas arrêté. Elle n'était pas gênée. Alors je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais clairement ça c'est caractéristique d'une ambiance familiale, enfin d'un climat familial incestuel. C'est ça, complètement bizarre. Tu me dis que plus tard, vers tes 11-12 ans, il se passe une chose un peu particulière, c'est que ta mère te montre dans la baignoire des photos d'hommes nus. Il n'y a pas de tête. J'avais 11 ans, 12 ans, effectivement. Elle était saoule, hein, comme souvent. Et une nuit, comme ça, bon après il faisait nuit très tôt, là où j'habitais en Afrique, bref, peu importe. Et une nuit, comme ça, elle me montre des photos d'hommes, 2 hommes qui sont dans une baignoire, debout, qui font le geste comme ça. Il n'y a pas la tête. Et elle me parle de mon père et d'un homme qui a partagé leur lit à l'époque, avant qu'ils se séparent évidemment. Un homme homosexuel ou bisexuel, je ne sais pas. Qui a partagé. Enfin bref, c'est très bizarre comme. Qui auraient partagé leur lit en fait. Et voilà, qui auraient partagé leur lit à tous les deux à ce moment-là. Le premier souvenir marquant de maltraitance, tu m'expliques, c'est tu as 6-7 ans et tu vas voir ta maman pour avoir un câlin. Alors ouais, même. Je sais même pas si j'étais en primaire, oui, donc ça devait être la maternelle, ouais, c'est ça. Et en fait, elle était à table avec des amis l'après-midi, enfin après le déjeuner de midi, mais ça durait des heures, leur truc. Parce qu'ils buvaient, je suppose qu'ils baisaient, enfin j'en sais rien, bon bah sous mes yeux, mais c'était des ambiances des expatriés comme ça dans les pays d'Afrique. Beaucoup d'alcool, beaucoup de baise. Ça se sait, même si j'ai quitté adolescente ce pays-là, ça se sait que ça se passe comme ça chez les adultes là-bas expatriés. Donc elle était bourrée l'après-midi avec ses copains à table, comme ça dans le jardin, et je cours vers elle, je lui fais un câlin, bisous maman, et là elle me dit va-t'en avec tes bisous de Judas, elle me pince sous la table, l'avant-bras comme ça très fort avec ses ongles, jusqu'au sang, mais en douce quoi, pas que les amis entendent. Moi je savais pas qui c'était Judas, mais la façon dont elle me l'a dit, puis vu le geste qu'elle m'a fait de me saigner le bras comme ça avec ses ongles, j'ai compris que c'était pas cool quoi. Ce passage-là, cet événement, peut-être, parce que tu n'as pas de souvenir, mais peut-être significatif, enfin plus significatif que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand elle te dit bisous Judas, c'est comme si tu l'avais trahi. Ce qui peut être le signe qu'il y avait déjà abus, comme si un de ses amants, entre guillemets, hein, je dis ça comme ça, je suis pas psy, hein, mais t'avait préféré à elle au moins à un moment. Bah, ça m'a suivi toute ma vie, même adulte, hein, même jusqu'à la dernière fois que j'ai parlé quasiment, de cette jalousie femme. Et même mère-fille du coup. Parce que tu me dis... Ça a duré toute ma vie, ça, parce que si tu veux, moi ce que j'analyse, je suis pas psychiatre non plus, mais j'analyse que elle a rejeté sur mon frère et moi le fait que mon père et elle se divorcé. Donc c'était à ma naissance quasiment qu'il est parti. Donc j'ai déclenché, leur séparation, leur divorce, même si c'est pas la vérité. Hein. Elle te charge de cette culpabilité-là, en tout cas. Voilà. Ensuite, il y a un homme qui a accompagné sa vie quelques temps après mon père. Et je me souviens de souvenirs, je me souviens de... Une fois, par exemple, sous la couette, j'étais avec lui, je sais pas, on jouait, j'en sais rien. Puis il me dit, t'as vu les montagnes? Bon, je suppose maintenant que le recul qu'il parlait de son sexe en érection. Enfin, tu sais, des trucs chelous comme ça. Enfin, chelous, tu comprends, étranges, quoi, qu'on se fait pas avec des enfants. Et là, j'étais aussi à la maternelle, tu vois. Plus tard, quand elle a eu ses 2 autres maris, surtout le deuxième, elle était très jalouse. Moi, je commençais à me former physiquement comme une jeune femme. Elle me traitait de tous les noms d'oiseaux que je comprenais pas forcément. 13-14 ans, j'ai commencé à le sentir vraiment fort, ça. En tout cas, le fait est que tu as des... pute, pardon. Enfin, ouais, elle te parlait comme ça. Ah ouais, parce que quand t'es bourré, c'était de tout, hein. Oui, bourré, oui, je peux comprendre. Enfin, je peux l'imaginer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu comprends en plus de tout ça, c'est qu'il y a probablement eu, tu m'as dit, le corps garde le souvenir de choses dont on ne se souvient pas forcément. Oui. Il y a une mémoire corporelle. Oui, et tu penses que qu'il n'est pas impossible en tout cas que tu aies été abusé sexuellement. C'est ça, ça c'est à la trentaine que c'est revenu sur le tapis.
Bref, je me suis posé la question de si j'avais... C'est à la trentaine où je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai pas été abusée enfant? D'accord. Et après, c'est difficile parce que j'ai pas de souvenir visuel. Oui. Mais j'ai cette appréhension, je sais pas comment le dire. Tu as l'impression que ça peut être le Une cas... impression, voilà. Ouais. Et ça peut être le signe d'amnésie traumatique. Bah, J'en ai parlé avec un certain nombre d'autres d'accord, personnes, ouais, très ok. clairement, ça peut être un signe de ça. bah, Alors, je sais pas. est-ce que c'est le cas ou pas, j'en sais rien. Puis encore sais une pas. fois, il faudrait que tu en parles peut-être plus avec Je sais ton pas. psychiatre. D'ailleurs, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup étonné, je le dis maintenant parce que j'y pense, mais quand on a préparé l'interview, tu m'as dit à un moment, c'est marrant tout ce que je viens de te dire, et notamment ce qu'on va apprendre dans le reste de l'interview là, je ne l'ai jamais dit en 30 ans à mon psychiatre. Bah, en fait, la première psychiatre que j'ai eue, c'est une psychiatre femme qui représente l'autorité, qui est une femme comme ma mère. Et j'ai plus tard dans mon parcours avec d'autres psychiatres rencontré une nouvelle psychiatre qui était une femme aussi. Le premier rendez-vous, je lui dis j'ai pas confiance aux femmes ni aux psychiatres. Donc j'ai compris ça plus tard, qu'en fait je n'arrive pas à... Et il y a une femme psychiatre qui m'a suivi 10 ans, qui m'a fait enfermer contre mon gré. Donc j'ai pas pu faire confiance. Je me suis toujours méfiée des psys, Ouais. surtout des femmes. Tu m'as dit que quand tu as 13 ans, tu reprends ta mère en train de fracasser le crâne de ton frère. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais, voilà. Non, même j'étais plus. Oui, il avait 18-19 ans, donc j'avais 12-13 ans. Oui, elle lui fracasse le crâne avec. Enfin, lui tape dessus. Lui, il pleure, il hurle, il souffre physiquement et émotionnellement, avec des talons aiguilles. Ce qui est Lui, il était étonnant, c'est passif, qu'il s'en défend pas. Non. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais moi, même psychologiquement, j'avais pas de. Je répondais pas. Ouais. Parce que quelqu'un m'a demandé un jour, quand j'en ai parlé, je me suis confiée, on m'a dit « Ah, mais peut-être tu répondais, tu faisais pas comme elle t'obéissait pas. Ou tu cherchais, comme j'ai un fort caractère. » Tu cherchais mais la pas cogne. du tout. Non, mais Non. enfin, j'empirais la situation, disons, D'accord. en répondant, par exemple. Ouais. Pas du tout. On était tellement morts de trouille, Steve, que t'avais pas envie, même le regard, hein, elle te regardait, waouh. Tu te disais, mon Dieu, tous aux abris, quoi. Ouais. Ah non. Et mon frère, oui, même toutes ses compagnes, femmes, il a eu une femme aussi, elle a foutu en l'air toutes ses relations amoureuses, castratrices, ou je sais pas comment on peut dire, enfin, une saloperie, cette femme. Il y aura 3 fois pendant ta vie où tu vas appeler à l'aide. Est-ce que tu peux raconter ces 3 fois? La première fois, c'était en Afrique, j'étais en 5e. Je venais de me faire cogner toute la nuit pour une injustice, parce qu'elle croyait que j'avais foutu le bordel dans une conférence du Monde, avec des copains, alors que je fréquentais pas ses copains, donc j'étais vraiment pour rien du tout. Et tout le retour trajet voiture, elle m'a frappé avec ses bagues, ses ongles dans la voiture. Tout ça durait une demi-heure, peut-être le trajet ou 20 minutes, je sais plus. Enfin, ça m'a duré une éternité en tout cas. Et je suis arrivée le lendemain matin pour aller à l'école. J'avais la tête comme ça, gonflée, de pleurs, de coups, la lèvre éclatée, les yeux, machin. Et je me suis dit avec mon frère, tiens, on va aller voir un copain à maman pour lui demander conseil. Et là, le mec, il ouvre à poil, il a vu la voiture, je suppose qu'il croyait que c'était ma mère. Donc on a compris qu'il baisait avec elle aussi. Et puis il referme, il met un drap, il nous réouvre, et puis il dit, écoute, t'as qu'à dire que c'est une araignée qui t'a piqué. T'as qu'à dire que c'est une araignée qui t'a piqué. Ouais. Et je suis allée à l'école et personne n'a jamais posé de questions. Voilà. À l'école, ils ont rien dit. Personne n'a jamais rien dit. D'accord. Voilà. Ça, c'était la première fois que tu appelles à l'aide. Première fois que j'appelle à l'aide. Tu essayes, et à ce moment-là, tu avais... T'étais en 5e, t'avais 12 ans. 12-13 ans, j'avais un an d'avance à l'école. La deuxième fois, oui, c'était en France. Elle me séquestre tout le week-end et le matin, elle était encore bourrée pour m'ouvrant la porte, qu'elle le déverrouille. Et Mais elle fait pas que te séquestrer tout le week-end. Tu me dis que tout le week-end, t'en prends plein la tronche. bah, quoi. des fois, elle Pour pas débarque dire dans autre la chose. chambre la nuit, tu dors, elle te fracasse. Donc, moi, mes nuits sont perturbées, tu vois. Bon, ça va mieux maintenant. Mais- Je me permets de demander une précision, parce que ça peut être étonnant pour ceux qui ne le vivent pas, mais qu'est-ce que tu appelles elle te fracasse? Parce Elle que- rentre dans la chambre, elle te fait un sketch, elle t'insulte, et puis elle te sort du lit, elle peut te cogner, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est assez... C'est pas juste elle t'a mis une gifle comme ça en passant, quoi. Ah non, non, Parce que non. pour des personnes non, pour non. qui ne l'ont Et pas puis- vécu pourraient se dire, est-ce qu'elle exagère pas un peu? Non, et puis, je vais voilà. te dire, un parent qui est maltraitant, qui dérange son enfant pendant la nuit, qui est adolescent ou jeune enfant, et qui le tape dans la nuit, c'est pas juste une gifle en passant, hein. Ouais. Avec des insultes au passage et tout ça, c'est pas juste une gifle en passant. D'accord. Non, tu Parce comprends qu'elle- pas ce qui se passe, quoi. C'est Voilà, la guerre clairement. sur place, quoi. Parce qu'elle a bu, j'imagine. Oui, à ce oui, c'est moment-là. l'alcool omniprésent. Enfin, omniprésent. Mais même quand elle n'avait pas bu, c'était pareil. Enfin, elle n'a jamais été aimante, jamais de câlin, jamais de tendresse, jamais de je t'aime, jamais de... Après, Oui, elle peut dire aux autres, j'aime mes enfants.
Tu vois? Oui. Aux autres, elle peut dire, mais devant nous. Mais devant, je sais pas comment elle se débrouillait. Avec les autres, une fois, elle arrivait bourrée aux réunions parents-prof, personne n'a jamais rien vu. C'était très bizarre, je sais pas comment elle se débrouillait. Pourtant, moi-même, au halo du téléphone, quand je l'avais en ligne, des fois, d'un endroit sur l'autre, peu importe, avant les téléphones portables, au halo, je savais si elle avait bu. Ouais. Rien que la façon dont elle dit allô, tu sais tout de suite qu'elle a bu, quoi. Et tu dis, aïe, aïe, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ce matin-là, elle m'ouvre. J'ai réussi en cachette à appeler sa sœur. Donc, le Pardon. matin, après tout le week-end, qu'elle Ouais, fait séquestrer voilà. dans ta chambre. J'avais accès aux toilettes et à un robinet, mais c'est tout, quoi. Voilà. Ça a duré du vendredi soir au lundi matin, du coup. Et enfin, c'était pas ma chambre, c'était un étage, en fait, si tu veux. Donc, j'avais quand même accès à une salle de bain. D'accord. Et on fait c'était en bas de l'étage, t'avais une porte qui fermait l'escalier et l'étage. Et donc, le lundi matin, j'arrive à appeler sa sœur en cachette. Donc ta tante? Voilà. Et sa sœur me dit, j'en ai marre de crépage de chignon de bonne femme. C'est-à-dire que tu l'appelles et tu lui dis, il y a un souci. Bah, Qu'est-ce que tu lui dis en fait? Bah, en fait, tu sais, t'oses pas. C'est comme maintenant, c'est un peu étrange de témoigner de tout ça parce que t'as tendance à te sentir responsable, victime, d'accord, mais que t'es coupable en même temps. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Bah, il y a toujours ce Donc, sentiment de j'appelle- culpabilité. Voilà, donc j'appelle ma tante et sa sœur et je lui dis en gros que ça craint, que je vais devoir partir de la maison, je vais pas survivre. Voilà, c'est ça Moi, que tu je me lui dis. sentais en mode, soit je vais devenir folle, ça peut louper quelques années plus tard, soit je vais devoir fuir et vivre dans la rue, ou trouver un foyer pour jeunes filles, ou aller chez quelqu'un, ou je sais pas. Mais je venais de 15 ans d'Afrique, j'avais aucun point de repère, comment ça se passe en Europe. Je venais d'arriver depuis un an, même pas un an, c'était ma première année. Je savais pas comment ça se passait tout ça. Enfin, je pouvais pas aller à la police, je connaissais pas tous ces systèmes. Et j'appelle ma sœur et je lui en dis peu, mais je lui dis que ça T'appelles craint. sa sœur, ouais. Sa sœur, pardon. Je lui en dis peu, mais je lui dis que ça craint. Et en gros, elle me dit, j'en ai marre de crépage de chignon de bonne femme, tu m'emmerdes. Ouais. Donc là-dessus, bah débrouille-toi avec ça. Et c'est là où je l'ai étranglée, où j'ai vu ses yeux qui se révulsaient, qui est devenue rouge, blanche, machin. J'ai dit, ok, je vais lâcher, sinon c'est la prison Mais infantile. pourquoi ça se déclenche? Enfin, pourquoi tu en viens aux mains avec Ah bah elle? parce qu'elle me frappe encore, et que j'ai 14 ans et que c'est bon. Moi, je l'ai vu frapper mon frère à 19 ans avec un talon aiguille, elle va pas me faire la même. Hein. Donc à 14 ans, quand tu pars, tu m'as dit que c'est quand tu pars à l'école le lundi matin. Je pars à l'école, j'ai un autocar à l'école, je suis dans l'arrière-pays, j'ai 1 heure d'autocar en moins, et je me dis, je vais prendre mon autocar, je vais pas louper mon autocar, parce qu'en plus, c'est vrai que quand t'es à l'école, c'est les vacances quelque part, parce qu'au moins tu échappes à ton bourreau, et je me dis, non, cette fois-ci, c'est la dernière fois, enfin, je me pose pas la question en fait, ça se fait tout seul. C'est comme quand je l'étrangle, je suis assise sur elle comme ça, je l'étrangle, je vois toutes les couleurs, les yeux qui se révulsent, tout ça, tu réfléchis pas vraiment, mais tu lâches quand même. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, non, tu vas pas passer ta vie en prison ou je ne sais quoi. Tu vas pas foutre ta vie en l'air à toi, ta liberté, à cause d'elle. Ouais. Donc, tu réfléchis sans réfléchir, ça se fait naturellement. Ouais. Donc, de l'avoir étranglée, ça s'est fait tout seul. De l'avoir lâchée, ça s'est fait tout seul. C'est la survie. Ouais. T'as pas le choix. T'as le choix entre pas bien ou très mal. Bah, tu prends pas bien. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? très clairement. T'essaies de faire au mieux. Mais surtout, t'as peur d'aller en prison en fait. T'as peur de payer Ça m'a... pour cet élan de. Bah, je me suis dit, voilà. si tu tues ta mère, va expliquer après derrière, sachant qu'il n'y a aucun témoignage. Tout le monde me dit, c'est toi l'enfant terrible, c'est toi qui est, comment on me dit, difficile. Mais en plus, tu T'es une viens enfant d'appeler difficile. à l'aide J'ai pour la aucun deuxième témoin, fois. voilà. Tu viens d'appeler à l'aide pour la deuxième fois, et pour la deuxième fois, on te dit, c'est rien. Et moi, jamais aucun adulte m'a dit, ah ta mère, ça craint, elle boit beaucoup, ou elle a l'air méchante, ou je sais pas quoi. Elle s'est toujours débrouillée pour que ça passe inaperçu. Donc si je tue ma mère à ce moment-là, comment je m'en sors moi derrière? Et puis va vivre avec ce trauma. Je m'en dis des traumas, mais va vivre avec le trauma d'avoir tué ta mère aussi. Ouais. C'est pas mal, non? D'accord. Tu Alors, vois? t'y gagnais quelque chose dans l'affaire quand même. Bah, en tout cas, elle a arrêté de me frapper. Elle arrête de te frapper. Ça, ce jour-là, elle a arrêté de me... Bah, après, je veux dire, avec ses yeux, elle pouvait faire les yeux qu'elle voulait. Hein. Moi, je faisais les yeux noirs bien pire. Hein. Ouais. Je dis, approche... Enfin, je disais pas, hein. Mais dans mon regard, je dis, approche-toi, essaye. Essaye seulement, tu vas voir. Elle a compris, et du coup ça s'arrête, elle a Ouais. compris que tu ne te laisseras plus Ah frapper. ouais, ça a été terminé. Physiquement, c'est terminé. Psychologiquement, ça continue toute ma vie. Physiquement, oui. Physiquement, Psychologiquement, ça elle arrête continue de te toute ma frapper. vie. Et alors, il y a un troisième appel à l'aide, ce sera le dernier d'ailleurs, et tu vas nous expliquer pourquoi. Tu es en seconde, C'est ça, ouais. et tu apprends qu'il y a une assistante sociale au lycée. Bah oui, un jour, on nous dit en cours comme ça, je sais pas qui, quoi, comment, mais enfin, on nous explique qu'il y a une assistante sociale qui résout tous nos problèmes. On te dit ça comme ça, elle répète. En gros, résout tout à j'ai au miracle.
Et dans ma tête, comme j'ai quand même vu 2-3 films ou feuilletons, ou je sais pas comment on dit, voilà, enfin bref, la télé de temps en temps, je dis tiens, foyer de jeune fille, j'ai passé mon bac, mais safe, en sécurité quoi. Que je puisse dormir. Tu penses qu'elle va te faire aller dans un... Ouais. Tu te dis, elle va trouver la solution Moi, j'avais trouvé la solution, je me disais, il n'y a plus qu'à me trouver un foyer quoi. J'arrive comme ça, je lui dis écoutez, c'est problématique à la maison, soit je fugue, soit vous me trouvez un foyer de jeune fille, je veux passer mon bac. Moi, ma priorité, c'était les études. Pas ma priorité. Je me rattachais à ça, on va dire. Oui. Bah, disons que quand tout s'écroule, tu te raccroches à ce qui marche bien, quoi. Et donc tu lui dis... donc je lui dis ça. En fait, tu lui dis, grosso modo, sortez-moi de... Oui, mais sans lui expliquer. Sans lui donner de détails, sans justifier. Parce que tu as peur qu'on ne te croit pas. Non, c'était pas pourquoi tu lui donnes pas de détails. C'est tu lui dis pas pourquoi. Ah non, je lui dis pas pourquoi. Je lui dis juste quoi. que c'est compliqué à la maison. Je crois que j'ai même pas dit que ma mère était alcoolique. D'accord. Oui, ce qui fait qu'elle peut penser tu sais, quand jamais personne autour de toi va dans ton sens, ou te le dit de lui-même, et que les adultes, on dirait que tout le monde s'en fout, tout le monde lève le verre avec elle, le coude avec elle. Enfin, tu sais, on dirait que c'est... Bah, tu crois vraiment que tu l'as mérité, je sais pas comment dire. Ouais. Bah, je crois que c'est ton normal. C'est ton normal, je dis pas ton normal, mais c'est ce qui est normal. Si, c'est ta normalité. Ouais, c'est la normalité, c'est ça. Bah en fait, tu as toujours vécu dans cette ambiance-là, voilà. Donc tu te dis, bon bah la vie c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Et même en Europe, même en France, elle avait un commerce, librairie-papeterie en centre-ville. Des fois, elle était effondrée dans l'arrière-boutique à cuver. Et je sais pas, elle se démerdait quand même pour tenir la fin. Je sais pas, même les clients, je sais pas, il n'y a jamais personne qui a bronché. Donc l'assistante sociale, je lui dis rien. Je lui dis juste, ça craint, je me sens pas bien à la maison, je vais fuguer, trouvez-moi un foyer de jeune fille pour que je passe mon bac. J'étais en seconde ouais, j'étais en seconde. Et là-dessus, ma mère vient me chercher le soir à l'école, que j'habitais loin, qui est l'autocar d'1 heure, 1 heure et demie, là, tu sais. Donc elle vient me chercher en voiture. Et puis dans un rond-point, elle me fracasse, ou je sais plus, sur la route, elle me jette dehors de la voiture. Elle me dit dégage. Donc en fait, ça veut dire que l'assistante sociale avait tout raconté à ma mère. Je te dis, moi j'étais l'enfant difficile. C'est pas ma mère qui était alcoolique ou maltraitante, c'est moi et mon frère qui étions des enfants difficiles. C'est-à-dire que tu penses que l'assistante sociale l'a prévenue ? Je suppose. Parce que tu n'as jamais eu le fin mot de l'histoire ? T'aimes pas aller demander à l'assistante sociale en fait, bah non. Non. Elle non plus n'est pas venue me chercher pour me dire j'étais la solution à te dépanner ta vie. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle est jamais revenue te voir pour te dire je t'ai trouvé une solution ou alors j'en ai pas. Non, elle est jamais revenue te voir. Pointer du doigt, je suppose, hein. Ouais. L'enfant difficile, quoi. Donc, elle a très probablement prévenu ta mère, et ta mère, quand elle apprend ça, parce que un des trucs symptomatiques, classique, j'ai envie de dire, c'est que, comme tu l'as dit depuis le début, elle arrive bien à cacher son état. Et là, quelque part, sa rogne peut provenir du fait que tu as essayé de la montrer telle qu'elle est. Oui, et puis comment j'ose me plaindre, je suppose. Ouais. Un bourreau, il n'a pas envie d'être démasqué, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Je suppose, hein. Et donc, elle te jette de la voiture. Elle me jette de la voiture, moi je ne savais pas comment rentrer ni chez elle, donc à la maison, ni faire quoi. Tu sais, t'as 15 ans, je crois, par là. T'as pas un sou en poche. Enfin, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as dit que c'est plus compliqué que ça. Je me permets de préciser. Oui, je savais même pas comment rentrer dans la maison. Mais comme tu me dis, ça fait très peu de temps que tu reviens d'Afrique. Et en fait, les magasins, tout ce que tu découvres en France n'a rien à voir avec ce que tu avais. J'ai aucun point de repère, effectivement. Effectivement, parce que, même, oui, comme tu dis, même un magasin, une grande surface, c'était Disneyland, quoi. J'ai dit, waouh, il y a tellement de produits, c'est beau, c'est propre, c'est rangé, il y a des choix, il y a des... Enfin, bref, aujourd'hui, je supporte plus les magasins. Enfin, je supporte plus. C'est pas mon activité préférée d'aller faire les courses à la grande surface, au contraire. Mais je veux dire... mais à l'époque, pour toi, c'est vraiment... tu sais, quand j'étais en Afrique, des fois, on regardait des vidéos piratées de films. Et des fois, il y avait la publicité quand même qui n'était pas coupée. Et bien, la publicité française dans les films que je regardais en Afrique, pour nous, c'était un film dans le film. On trouvait ça génial. Parce que tu regardes une pub en Afrique, là où j'étais dans ce pays-là, ça n'avait... En fait, les points de repère, comment dire, les références sont diamétralement opposées, enfin très différentes. Donc très, c'est comme si tu étais dans un pays étranger, c'est ça. Elle te jette de la voiture, voilà. Et tu sais absolument pas quoi faire. Quoi. Et moi, ma priorité à ce moment-là, je pleurais par terre à genoux de la supplier de me reprendre dans la voiture, parce que je me disais, il faut que je rentre quand même dans cette maison, j'ai pas d'autre endroit où habiter, manger, me nourrir comme je peux, dormir comme je peux aussi. Je veux dire, c'était mon seul point de repère et je savais même pas
Parce que l'autocar que je prenais, c'est un autocar scolaire. Mais là, à cette heure-là, enfin, je ne savais même pas les moyens de transport en commun pour y retourner. Ou je ne savais même pas comment... Enfin, j'étais perdue. Oui, c'est ça. C'est comme si j'étais perdue dans un pays étranger. Bah, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Exactement ça. Ouais. Et alors, je vais préciser quelque chose. Tu me diras si tu veux que je l'enlève finalement ou pas. Tu racontes ça avec le sourire. Mais quand on prépare, tu me racontes pas ça du tout avec le sourire. Ah, alors, non. c'est pas pour que tu me le dises de la même façon, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai constaté dans un certain nombre de commentaires sur des vidéos de ce type-là, c'est que, comme tu racontes ça avec le sourire, ça peut donner l'impression que, d'abord, ça s'est pas si mal passé que tu le racontes, alors que ça n'a rien à voir. C'est nerveux, là, ce que tu me dis, c'est horrible ce que tu me dis. Mais c'est ce que je constate dans les commentaires. Mais oui. Et en fait, les gens peuvent avoir du mal à comprendre qu'on peut raconter ça avec le sourire parce que c'est trop difficile de raconter ça autrement, mais en non, fait. mais c'est une façon de se protéger. Tu vois, quand on a préparé l'interview tous les deux, j'étais en train de crier, de pleurer. Je t'ai même dit stop, c'est trop, il faut qu'on fasse un break. On se rappelle dans 2 mois, je sais plus. C'est vrai qu'on l'a fait en 2 fois. Tu vois, voilà, je ne pouvais pas continuer. Et là, depuis tout à l'heure, même depuis 2-3 jours, j'ai les larmes constamment derrière l'œil. Mais c'est tellement difficile que tu n'as pas envie que ça sorte, quoi. Je ne sais pas comment dire. Et donc, ça a surtout une conséquence parce que, comme tu me le disais, tu as appelé à l'aide 3 fois. Et quand cette fois-là, très probablement, l'assistante sociale te trahit, il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est ça, encore. C'est terminé. Tu ne demanderas plus jamais à l'aide, en fait. Et après, j'en parle même pas spécialement. C'est-à-dire que c'est venu beaucoup plus tard, jeune adulte même, où j'ai commencé à... Parce que même en psychiatrie, j'ai pas confié justement au psychiatre que ma mère était alcoolique. J'ai pas raconté... Tu lui as même pas dit qu'elle était alcoolique? Non, j'ai rien dit, moi. C'est bien plus tard que j'ai commencé à en parler à des amis proches ou à des compagnons. Ouais. C'est bien plus tard que j'en ai parlé. Avant qu'on arrive là où T'as peur on est, qu'on là, te croie pas, en fait. Juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que ça te stresse, tu viens de le dire, d'enregistrer cette interview parce que tu as cette culpabilité permanente de te dire « Ah je vais quand même dire du mal ». En fait, quand c'est potentiellement de ta mère, voilà, quoi. Quand c'est ta mère, enfin moi dans mon cas en tout cas, j'ai peur, même maintenant, même que je témoigne maintenant, qu'on parle depuis tout à l'heure et tout ça, quand tu fais interview, merci Steve d'ailleurs. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse aider des gens. T'as l'impression de dénoncer quelqu'un qui proclame qu'il te veut du bien. Enfin... Ouais. C'est comme si tu faisais du mal à quelqu'un qui t'a toujours dit qu'elle t'a fait du bien, qu'elle s'occupait de toi, etc., qui était là pour toi, alors que dans la réalité... Qui t'a nourri, qui t'a élevé. Alors matériellement, j'ai jamais manqué de rien, mon frère non plus. On a été éduqués, on a été nourris, on a même fait des voyages, on a eu des études. Matériellement, on n'a jamais manqué. Mais émotionnellement, c'est même pas le désert, c'est la destruction. Et moi, je dis que mon frère en est mort. Il est tombé dans l'alcool, les médicaments, il a eu des problèmes psychiatriques lui aussi, et il a arrêté le travail aussi par le médecin, du travail, enfin plein de problèmes de vie, émotionnelle, professionnelle et de santé. Et il a eu un arrêt cardiaque à 52 ans. J'ai toujours dit, elle l'a tué. Elle a tué mon frère, quoi. Tu m'as dit les violences psychologiques, c'est pire que les violences physiques. Oui, parce que c'est pernicieux, c'est insidieux, c'est pas que des insultes. Et encore même quand il y avait des insultes, Steve, je comprenais pas au début enfant. Une espèce de pute ou je sais pas quoi. Je savais pas ce que c'était une pute la première fois qu'elle me l'a dit. Et c'est comme ça que j'ai entendu la première fois ce mot-là. C'est par la bouche de ma mère me parlant de moi. Ouais. Mais le ton et tout ça, tu dis, ok, c'est pas cool, quoi. Il y a un truc pas cool dans l'histoire. Elle est pas en train de me dire je t'aime, quoi. Donc les violences psychologiques, mais voilà, c'est insulte flagrante, ok. Mais il y a des violences très, je sais pas comment dire, c'est très, c'est plus que de la manipulation ou de la, c'est pervers, mais dans un sens très très négatif, quoi. C'est destructeur. Tu me disais, parfois, on entend ça dans les commentaires parfois ou dans les personnes qui m'en parlent. On entend le fait qu'on peut essayer de se reconstruire, mais tu me dis que non, parfois quand on t'a cassé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, il n'y a rien à reconstruire en fait. C'est ça. Tu sais, je vais te dire franchement, ma mère est morte en avril et je sais même pas si... Là, cette semaine, j'ai versé des larmes parce que l'interview approchait, parce que bon, il y a des choses qui m'ont remuée, mais en fait, depuis le décès de ma mère, j'ai pas versé une larme, quoi. Et j'ai quelqu'un de proche qui m'a dit, mais en fait, tu as déjà versé tout ton quota de souffrance avec elle, à cause d'elle. Et
Évidemment, je ne me réjouis pas qu'elle soit morte. Enfin, moi, je suis de mal à personne, même pas mon père ennemi, même pas elle. Et ça, j'ai dit aussi, c'est un autre sujet que je rajoute par-dessus. Excuse-moi, je suis un peu Oui, dans vas-y. tous les sens, là. Mais le pardon, tu vois. Eh ben, j'ai toujours dit, tout le monde, oui. Mais elle, je n'y arriverai pas. Ouais. Je n'y arrive pas. C'est un bourreau sans nom que je peux pas... Tu peux pas lui Je peux pardonner. pas comprendre qu'une mère qui désire son enfant, même deux. Il y a mon frère qui est déjà mort au passage aussi. Ouais, et puis mon frère a des problèmes psychiatriques, moi j'ai des problèmes psychiatriques. Enfin, elle nous a bousillés, quoi. Et en plus, le jour de son enterrement, j'ai encore entendu, de toute façon, c'est à cause de sa fille elle s'est démerdée pour me faire porter le chapeau de ses souffrances et de son alcoolisme plus tard. Ouais. Tu vois jusqu'où ça va. Ouais. Donc moi, cette femme-là, ma mère, je ne peux vraiment pas comprendre, premièrement. Enfin, comprendre, expliquer, des fois, j'essaie de me mettre à la place de son enfant, ses souffrances de femme, de machin, de trucs. Mais quand bien même, moi j'en ai des souffrances, mais quand je fais du mal à quelqu'un, il est consentant, ou elle est consentante. Oui, alors là tu parles de BDSM, c'est pas la même chose. Je change de sujet un peu pour me soulager. Voilà. La vidéo s'arrête ici en ce qui concerne la protection de l'enfance. Je vous rappelle que si vous voulez voir la suite ou la vidéo dans son intégralité, vous pouvez suivre le lien en description et reprendre à peu près au même timer. Je vous souhaite une excellente journée. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».